Il n'y avait pas d'interconnexion et d'interdépendance entre les différents peuples. Les populations vivaient essentiellement dans les villages et les populations produisaient des biens de subsistance. L'excédent de cette production était acheminé vers d'autres localités. L'introduction de la production de la plante, à savoir le poivre, les cannelles et même le safran, empruntèrent la route de la soie. Et sur cette route de la soie, les marchandises avaient une valeur ajoutée beaucoup plus élevée. L'invention de la boussole et l'introduction des cartes maritimes changea le volume du business. Et à l'époque, l'arabe était la langue du business. Les Arabes changèrent totalement la manière de faire le business. À chaque port, ils installaient un relatif, un membre de leur famille pour prendre le relais du business. Le monde n'était pas seulement habité par des sédentaires et des marchands. Le monde était plein de nomades, était plein de pilleurs. Le monde était plein de barbarie. Un empire, un grand empire, balaya la dynastie Qing et même le califat de Bagdad. Cet empire s'étalait totalement sur toute l'Eurasie. Cet empire gouvernant le monde. Adam Smith, dans son livre écrit en 1776, La richesse des nations, disait tout simplement que le moteur commun de toutes les nations est la recherche et la poursuite de la richesse. Mais la richesse, qu'est-ce que c'est? La richesse n'est rien d'autre que le produit de l'effort humain au-delà de ce dont il est nécessaire pour sa propre survie. Donc, tout excédent de production sera acheminé vers d'autres localités. Les produits de la plante, le poivre, les cannelles et même le safran, qui ont une valeur ajoutée beaucoup plus élevée, vont emprunter la route de la soie. Et la route de la soie n'est rien d'autre qu'un nom porte-manteau. On donne tout simplement ce nom de route de la soie parce que dans une cave en Chine autour de Douan, on découvrit des écritures et même des peintures par rapport à la route de la soie. Donc, on essaya d'imaginer tout simplement comment pouvait être la vie autour du XIIIe siècle. Les caravaniers sur de longs fils avec leurs marchandises précieuses, les épices sur le dos des chameaux, des chevaux, traversaient tout le désert, traversaient de longues distances pour vendre leurs marchandises et enroulaient autour de leurs pieds une espèce d'étoffe rouge pour amoindrir le choc. Et ils avaient une gourde d'eau qui ne laissait pas échapper, qui ne laissait pas évaporer totalement l'eau. Sur la route de la soie, cette route était contrôlée principalement par les Turcs, les Tibétains et surtout les Chinois. Samarcande, qui était un hub commercial, Samarcande était un point de rencontre pour ce business. À Samarcande, le vol et le pillage étaient de coutume. Et l'odeur nauséabonde des déchets de ces différents animaux faisait de Samarcande ce qu'elle est. Sur la route de la soie, le commerce était très florissant et le bouddhisme était la religion très appelante à l'époque parce que Bouddha avait un message de paix et permettait aux autres religions de s'imbriquer à son intérieur sans trop grande difficulté. Le bouddhisme était la religion très intéressante à l'époque et c'était la religion sur la route de la soie, la religion du business. L'introduction des cartes maritimes et l'invention de la boussole va changer totalement la manière de faire le business. Les Arabes vont changer cette manière de faire le business. Les Arabes peuvent être considérés comme les premiers brokers de ce monde parce que à chaque port, à chaque grand port, ils installaient un de leurs relatifs ou même un membre de leur famille pour prendre le relais de ce business.
Et c'était une nouvelle manière de faire le business. Il n'y avait absolument pas que les Arabes, les Juifs et les chrétiens, emprunteurs également, cette manière de faire le business. Et sur la route maritime, la voie maritime, la quantité de marchandises transportées était beaucoup plus élevée, mais avec une valeur ajoutée beaucoup plus faible. Et on transportait principalement la porcelaine, le verre et le bois de teck. Les Chinois qui ont maîtrisé l'ingénierie agricole, qui ont maîtrisé l'ingénierie hydraulique, étaient à l'avant-garde du commerce mondial. Un fait important se produisait en Chine autour du XIIIe siècle. En Chine, le paysage changea littéralement. Le sud, les forêts du sud sont totalement abattues et défrichées pour la production de la soie. On plantait le mûrier blanc qui principalement servira à produire la soie. C'est-à-dire que le ver de soie se nourrit essentiellement du mûrier blanc et produit son coco. Ce coco est ensuite récolté et filé en soie. En Chine, le système de drainage d'eau, l'irrigation, est parfaitement maîtrisé. La bonification des terres est maîtrisée. En Chine, des rizières vont voir le jour. Le riz est produit en quantité. Au XIIIe siècle, le monde n'était absolument pas habité par ces différents sédentaires et ces marchands. Il y avait des nomades, il y avait des braqueurs, il y avait des pilleurs. Et un exemple palpable est Genghis Khan. Genghis Khan, avec son empire mongol, fera en 25 ans ce que Rome ne put faire en 400 ans. Son empire s'étalait du nord de la Russie jusqu'à Bagdad. Sous l'empire de Genghis Khan, il balaya plusieurs dynasties et califats sur son passage. La dynastie Qing tombe, le califat de Bagdad tombe également. L'empire mongol avait une cavalerie très redoutable. Ils savaient très bien monter à cheval et pouvaient parcourir de longues distances avant d'attaquer leurs victimes. Et quand ils se focalisaient pour attaquer une victime, ils l'attaquaient toujours par surprise et capturaient l'élite de ce pays. Cette élite était amenée sur la place publique. Cette élite était humiliée. Cette élite était désacralisée. De telle sorte pour instaurer la peur. En 1219, Genghis Khan posta 125 000 cavaliers autour du califat de Bagdad pour le faire tomber totalement. Les Perses ne sont pas restés les mains croisées en les regardant également. En 1228, lors de la bataille de Djaladin, les Perses capturèrent 400 Mongols et ces 400 Mongols ont eu leurs pieds attachés derrière les chevaux et traînaient tout autour de la place publique jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Les Perses étaient convaincus et persuadés que l'âme du guerrier mongol se trouvait dans sa tête. Et ils enfoncèrent des clous dans les crânes de ces guerriers mongols pour détruire, pour éliminer totalement cette âme. Genghis Khan, à chaque étape, installait un de ses fils pour prendre le relais justement de cet empire. Et il contractait des mariages un peu compliqués avec les élites pour ne pas perdre le pouvoir. En 25 ans, Genghis Khan fit tomber plusieurs empires. Ceux qui ne tombent pas autour de Genghis Khan, c'est l'île japonaise, qui est très isolée, difficile d'accès. Les Himalayas également sont épargnés et les Afghanistan sont épargnés par Genghis Khan parce qu'il n'a pas eu cette possibilité de pouvoir les attaquer à cause de la nature de ces différents lieux. Genghis Khan, en 25 ans, va
Sous l'Empire mongol, il y avait une espèce de début d'interconnexion entre les différents peuples. Des docteurs chinois, par exemple, sont amenés en Perse. Des miniers allemands amenés en Chine. Un commerce florissant de citrons entre la Perse et la Chine. Et sous Genghis Khan, le commerce du tapis, qui était leur spécialité, se retrouvait tout au long de leur trajet. Ils introduisirent également les jeux de cartes en Europe.